L'audace, on y va les amis. Allez, levez la main. Qui a déjà été trahi dans cette salle? Levez la main. Pas mal, attendez. Vous êtes sûr? Non, parce qu'elle est en train d'hésiter, c'est bon. Elle hésite, je me tâte. Mais je me tâte? Arrête de te tâter. T'as été trahi, tu lèves la main. Voilà, ça fait pas mal de monde. Mais on peut tous dire, on est entre nous là, ici, aujourd'hui. On est entre nous d'ailleurs, justement. Qui a déjà trahi? Levez la main. Ah ouais, on rigole moins là. Ouais. Sûr là, cette fois, c'est bon? Ouais. Elle dit non. Ah là, on veut pas. Hein. Donc, si je comprends bien, il y a 10 fois plus de trahis que de traîtres dans la salle. Hein. Donc, il y a des multirécidivistes là. Hein. Ou alors, vous avez filtré à l'entrée. Vous êtes dit, non, compliqué ça. Où sont les traîtres? On ne les voit pas. Hein. Et l'audace, par rapport à la trahison, qui est un mot qui fait peur, qu'on va essayer d'analyser ensemble, philosophiquement, l'audace, c'est peut-être d'arrêter de se laisser faire. Parce que, bon, les traîtres, vous savez, ils sont là, autour de nous. On ne parle pas des petites trahisons pour arranger sa vie. On ne parle pas des petites trahisons pour faire fleurir son ego au détriment de l'autre. On parle des grosses trahisons. Et on parle de personnes qui sont addictes à la trahison. Parce que quand on trahit une fois, on peut y prendre goût. Trouver ma puissance, mon essor au détriment de l'autre, on peut y prendre goût. Et puis, qu'est-ce qu'on a dans les fictions, dans les séries, dans nos vies quotidiennes? Si ce n'est des histoires de trahison. Il m'a trahi, non, c'est vrai, oui, il m'a trahi, je te jure, mais non, c'est pas possible. Les traîtres, en plus, embarquent tout le monde dans leur trahison. Enfin, pas tout le monde, pas vous, les trahis. Et donc, cette audace de pouvoir résister à la trahison, on va voir ça aujourd'hui. Et le problème, c'est qu'on a une grande facilité à pardonner aux traîtres. Pardonner, oublier, même quand les traîtres n'ont rien demandé. Tu vois, je vais te dire, ouais, ok, tu m'as trahi, mais j'ai vu plein de TEDx, et maintenant j'ai le courage, tu vois. Ah ouais? Le courage de quoi? Ah, j'ai le courage de te pardonner. Ouais, je te pardonne. Ah, sans rancune? Ouais, sans rancune. Tu vois, être le bolos, être le dindon de la farce, c'est trop lourd à porter. Ah, je préfère te pardonner. Ah ouais, bah super. Merci TEDx. Non mais ça va pas ou quoi? On va peut-être arrêter de se laisser faire, trouver en nous l'audace, et peut-être une audace collective, à dire non à la trahison. Tu m'as trahi, j'ai le droit d'être rancunier. J'ai le devoir d'être rancunier. Mais je croyais que l'audace... ouais, mais je veux bien avoir l'audace, mais pas l'audace crasse de pardonner à ceux qui ont manipulé, à ceux qui ont menti, à ceux qui ont poignardé dans le dos. Moi, ce que je veux, c'est l'audace classe, de nourrir ma rancune, de toujours me souvenir de ce qu'on m'a fait, de ne pas être celui qui tombe à chaque fois des nues et remet sa confiance en jeu et se refait trahir une énième fois. Nous ne sommes pas dans la trahison simple, nous sommes dans une société de la trahison. J'ai écrit un livre là-dessus et je passe mon temps à faire des stories Instagram ou des posts sur TikTok en relayant tout simplement l'information. Ils sont partout. Tout le monde, personne n'y échappe. Les présentateurs télé, les icônes du cinéma, les hommes de foi, les hommes de loi, les cols blancs, les cols Mao, partout, tout le temps. Et ils font système, ils travaillent en système. Ils se cooptent et ils tiennent le haut du pavé. Alors qu'est-ce qu'on pourrait faire pour éviter d'avoir le seum, le poison? Parce que la trahison empoisonne l'âme, empoisonne l'esprit. Ça traumatise. C'est un traumatisme qui nous fait arrêter de croire en l'humanité. Ça tue l'espoir en nous. On a peu analysé ce traumatisme de la trahison. Beaucoup d'études états-uniennes l'ont fait et montrent qu'en fait il s'agit d'un traumatisme comme le traumatisme d'un accident. Un traumatisme de l'âme qui vous rend désespéré, qui fait que vous allez vous isoler, vous couper des autres et toujours nourrir une rancune. Mais on vous dit,
A contrario, que la rancune, c'est pas bien. Passion triste, ne sois pas dans le ressentiment. Vide ton cœur, pardonne, pardonne, pardonne. Alors, l'idée, elle est simple. Et si on arrêtait d'avoir le seum, nous, les cœurs purs, parce que si j'ai bien compris, on est toute une assemblée de cœurs purs. Sauf toi là-bas, j'ai vu que t'as... Ah oui, bah t'as levé la main. Qui a trahi? Moi. Oupsie. Oui, on est des cœurs purs. On se met dans cette ambiance-là. Arrêtez d'avoir le seum d'être trahi. L'idée, elle est géniale. Je l'ai eu il n'y a pas longtemps. Je lisais Machiavel. Ouais, quand t'as le pouvoir, tu peux trahir, c'est cool. Ah ouais. Ah, Nicolo, c'est ça ton conseil, quoi. En même temps, le mec, il s'appelle Nicolo. Hein. Ah, c'est ça, on peut trahir. Oui, la fin justifie les moyens. La fin justifie les moyens. Mais ça, c'était peut-être bien il y a 500 ans, quand il fallait mettre l'État en place. Mais aujourd'hui, ça ne tient plus. On ne peut plus donner ça comme conseil politique. Trahir, c'est OK. Ça ne fonctionne plus. On n'en peut plus. Ça craque de partout. On dit souvent qu'on est dans une société de perte de confiance, une société de la méfiance. C'est faux. On est dans la société du seum. On a un tsunami de seum de tous ceux, dont nous, qui se sont fait enfler. Regardez toutes les crises politiques qui ponctuent ces dernières années. Du seum en fluo, du seum pas content, du seum contre des exactions incroyables. Une cascade. Nous sommes dans une société de la trahison et moi ce que je vous propose ce soir c'est de vous donner des clés pour arrêter d'être les bolos de la trahison. Alors la première clé elle est simple, il va falloir dans le flou qu'organisent les traîtres, vous savez ce flou vaporeux, ce brouillard permanent, vous dites ce matrixage. Sortir du matrixage va exiger un scalpel intellectuel pour trancher net dans le flou. Les philosophes appellent ça un rasoir. C'est pas du tout un truc de barbier existentialiste, non. Un rasoir, c'est un principe de parcimonie. Par exemple, le rasoir d'Occam, c'est l'idée que si tu as plusieurs hypothèses, en général, la plus simple, c'est la bonne. Si ton ex ne répond pas à ton texto pendant des heures, c'est pas parce qu'elle a eu un accident d'avion, c'est juste parce qu'elle n'en a rien à faire. Donc nous, c'est pas le rasoir d'Occam qui va nous intéresser, c'est le rasoir d'un autre philosophe, le rasoir de Hobbes. Thomas Hobbes, philosophe du XVIIe siècle. Alors lui, il disait, l'homme est un loup pour l'homme. L'homme est un loup pour... Aujourd'hui, c'est une super ambiance Tom, hein, merci, génial. Aujourd'hui, on dirait plutôt l'homme est un loup-garou pour l'homme. Oui, parce que le traître n'est pas traître tous les jours, il se cache. La journée, c'est ce copain super sympa, ce collègue hyper gentil, cette relation hyper inspirante. Et puis, à minuit, à la pleine lune, il se transforme et il vous croque tout cru. Le rasoir de Hobbes, qu'est-ce que c'est? C'est un moyen infaillible qui consiste à être à l'opposé d'un autre rasoir, le rasoir de Hanlon. Le rasoir de Hanlon nous dit, si tu penses que c'est méchant, essaie de croire que c'est juste de la bêtise. Autant vous dire que c'est le rasoir préféré des traîtres. Hein. Je ne suis pas méchant, j'étais maladroit, je ne suis pas méchant, j'ai eu une enfance difficile, je ne suis pas méchant, j'ai cru que tu étais méchant toi, j'ai cru que c'était toi le traître, alors je t'ai trahi. Nous, on est dans le rasoir de Hobbes. Hein. Ne jamais imputer à la bêtise ce qui pourrait très bien relever du vice. Alors tout d'un coup, les perspectives changent. C'est pas du tout quelqu'un qui m'a ghosté parce qu'il n'avait pas le temps. Non, il t'a ghosté parce que tu n'étais qu'une option, tu n'étais pas la priorité. Oh, il est là, en retard au rendez-vous, il vient pas au rendez-vous, mais c'est pas grave, il est débat. Non, il vient pas au rendez-vous parce qu'il en a rien à faire de toi. Oh, ce dirigeant a viré 3000 employés, mais bon, c'est pour survivre, c'est la crise, c'est pour affronter la crise. Non, c'est peut-être pour faire monter les actions. Le rasoir de Hobbes nous apprend une méfiance, ou plutôt une vigilance. Vous savez, on en a fait des tonnes sur le wokisme et sur être woke. N'oublions pas que woke vient de l'idée d'être vigilant, de l'idée d'ouvrir les yeux. On devrait tous être un tout petit peu woke dans la société de la trahison. Deuxième chose que je vous donne aujourd'hui, qui vient de mon travail, c'est finalement un appareil qui nous permettra de voir si on peut faire confiance. Les traîtres avancent masqués, il va falloir les détecter.
Le traîtromètre. 4 degrés, 4 piliers pour savoir si on peut faire confiance. Le pilier 1, le don. Est-ce que l'autre, il me donne du temps, de l'énergie, sans calcul d'intérêt? Le pilier 2, la liberté. Est-ce que dans cette relation, je peux dire non sans que ça fasse une crise diplomatique? Le pilier 3, on peut dire la résistance à l'oppression. Est-ce que dans cette relation, je peux combattre les injustices? Et le pilier 4, la sûreté. Est-ce que dans cette relation, ma santé physique et mentale sont garanties ou est-ce que je suis en train de les perdre? Si vous avez les 4 piliers dans une relation humaine, franchement, vous pouvez faire confiance. Mais ça ne veut pas dire qu'on va cesser d'être woke, garder toujours la vigilance. Nous sommes dans une société de la trahison et les traîtres ont besoin d'alliés. Et il se peut que quelqu'un de très sympathique bascule du côté obscur de la force. Je ne sais pas le faire, c'est pas grave. Si vous avez 3 piliers sur 4, warning. Si vous avez 2 piliers sur 4, danger. Si vous avez un seul pilier, attention, grand danger. Si aucun des piliers sont là, vous êtes déjà trahi. Vous avez donc 2 outils, le rasoir de Hobbes qui permet de voir dans le brouillard, et puis le traîtromètre qui permet de doser le degré de confiance. Mais ça ne suffit pas. Le traître, finalement, ce n'est pas parce qu'il est détecté qu'il va arrêter de trahir. Il nous faut quelque chose pour répondre à la vilainie et à la perfidie des traîtres. Quelque chose une fois que la trahison a lieu. Et c'est ce que je viens vous proposer ce soir, l'audace de la contre-trahison. La contre-trahison, ce n'est pas que personnel. Ce n'est pas une petite vengeance mesquine. C'est une résistance. C'est dire non. C'est inverser cette société de la trahison pour être ceux qui ne veulent pas sacrifier la relation à l'autre sur l'autel de la performance ou de la rentabilité. Ne jamais traiter l'autre comme un moyen, mais toujours en même temps comme une fin, c'est ce que nous conseillait Kant, philosophe. Alors, ça, c'est la contre-trahison. Comment ça se met en place? Il y a quelques règles du jeu. La première règle, c'est qu'il faut éviter de tomber dans le chantage. Le traître, vous savez, c'est toujours celui qui affiche des très belles valeurs et qui fait exactement le contraire. Et vous êtes toujours redevable. Vous lui devez quelque chose. C'est l'ami qui vous a oublié pendant 6 mois et qui revient. Tu sais, je suis parti, j'avais besoin de réfléchir sur moi, mais là, j'ai vraiment besoin de parler. Ah ouais, d'accord, donc c'est cool, moi je t'accueille, je suis censé te sourire. Donc en fait, on peut poignarder quelqu'un dans le dos et puis appeler ça une caresse, tout va bien. Les traîtres, n'oublions pas, ils sont masqués, ils n'ont pas le t-shirt Judas Inside. Ils ne claquent pas la bise en disant « ça sent la trahison aujourd'hui, câlin !» Non, ça ne marche pas comme ça. Deuxième règle, pour répondre aux traîtres, ne faire très attention sur la différence entre le récit et la réalité. Le traître enfume par les mots, le traître vous prend en otage dans sa propre narration. Il ne vous a pas abandonné, il a réfléchi sur lui. Il n'a pas été méchant avec vous, il a combattu ses démons. Il n'a pas licencié, il a juste fait face à la crise. À chaque fois, vous entrez dans une justification des traîtres. Ils construisent un monde adéquat à leur perfidie à travers les mots. Soyons woke, soyons vigilants sur les mots. Et troisième règle, ne jamais vous justifier. Il n'y a pas pire pour un traître qu'un silence en disant « ouais, ok, j'ai compris, j'ai capté, c'est bon, j'ai vu le délire. Ciao !» Ne donnez pas une tribune à vos traîtres parce qu'ils vont vous embrouiller dans une volonté de justification qui dure tard dans la nuit. Vous avez déjà eu ça, des grosses embrouilles qui durent jusqu'à 5h du mat. Un des deux devait être un traître. Et embrouiller le trahi est le sport préféré des traîtres, c'est d'ailleurs à ça qu'on les reconnaît. Le silence est plus performant qu'une auto-justification permanente. Et puis, le dernier conseil que j'ai à vous donner, c'est de comprendre que à travers la confiance que vous donnez à quelqu'un, la confiance vigilante, il y a toujours cette envie de faire confiance en l'être humain. Nous vivons un monde qui bascule. Nous entrons peu à peu dans un fascisme qui, maintenant, se montre tel qu'il est sous tous les regards. Et les traîtres, finalement, dans cette nouvelle période de l'histoire humaine, n'ont même plus trop besoin de masques. Ils en sont fiers. On a glamourisé la trahison. On a rendu sexy les traîtres. Et cette dernière règle que je vous donne, c'est de la ringardiser. On doit être des agneaux dans un monde de loups.
mais n'oublions pas la ruse du serpent et la pureté de la blanche colombe. Alors maintenant, je vous le dis, levez la main ceux qui sont prêts à contre-trahir les traîtres de l'humanité. Allez-y. Oui, il y en a qui hésitent encore, qui se tâtent. Merci beaucoup les amis. N'oubliez pas, l'audace, ça permet de réaliser des grandes choses, vous allez le découvrir ce soir. Mais l'audace nécessite aussi un pont moral, un pont éthique. L'éthique ne doit pas être dans les chartes des entreprises. L'éthique, elle doit être en nous, dans notre cœur et dans l'amour que l'on peut partager. Je vous remercie infiniment. Merci.